Il est temps maintenant, Raphaël, de lancer la seconde remise de prix, celle du prix du leadership 2022. Et pour remettre ce prix, j'invite à nous rejoindre Pierre-Henri de Menton, qui est directeur de la rédaction Challenge, et Didier Pitlet, qui est fondateur de la maison et également président du cercle du leadership. Bienvenue. Pierre-Henri, le magazine Challenge, a récemment publié une étude sur le cœur des Français, sur la philanthropie, sur cette notion de don. Quels enseignements porte-t-elle? Alors, on ne l'a pas encore publié, on le publie la semaine prochaine. Alors, juste une petite parenthèse pour dire qu'on a publié ce matin un numéro que vous verrez en partant. Et c'est un peu d'actualité et le lieu est bien choisi, puisque c'est le numéro classement des écoles de commerce. Et ça bouge dans les parisiennes. Je dis ça pour les initiés. Voilà. Et ça bouge plutôt dans le bon sens en ce qui concerne cette maison. Donc voilà, ça c'était l'actualité. Merci de le souligner. On travaille, vous savez, on a des délais de bouclage, etc. Donc on est en plein dedans, effectivement, un très grand dossier qu'on va sortir le 15 décembre, un numéro tout à fait exceptionnel, dont le produit de la vente doublé par notre cher actionnaire va être reversé à des associations sur la générosité des Français. On s'est posé beaucoup de questions avec ce qui s'est passé, on l'évoquait tout à l'heure ces derniers temps. On a fait une très grosse étude avec Harris Interactive auprès de 10 000 Français, ce qui est très rare de faire des sondages aussi massifs. Donc on est vraiment allé au fond des choses avec beaucoup de questions. Donc il ne faut pas le répéter, mais je peux vous donner 2-3 tendances. Contrairement à ce qu'on avait pu dire, les dons n'ont pas vraiment baissé. Il y a eu un petit moment, au moment de notamment la suppression de l'ISF, il y a eu une petite chute, et puis, donc là ça tient. Par contre, il y a moins de Français qui donnent. C'est-à-dire que ceux qui donnent plus, mais il y en a moins quantitativement. Alors ça, c'est peut-être lié aussi à la conjoncture, liée à l'inflation, au niveau de vie, etc. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils donnent. Traditionnellement, ils donnent pour des causes qu'on connaît bien, comme la pauvreté, la recherche médicale. C'est en train de changer et le numéro 1, c'est la protection des animaux. Alors on en pense qu'on en veut, c'est très important, c'est une tendance de fond qui est en train de se dessiner. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne donne plus pour la recherche médicale, mais il y a certaines causes qui sont en train effectivement de décliner, d'autres qui montent, et là on a tout un appareillage avec des sociologues et tout ça, pour essayer de comprendre à travers de ça, puisqu'on parle au cœur des Français, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire l'évolution de notre société. Donc voilà, un numéro passionnant, vous pouvez l'acheter parce qu'en plus, vous allez payer moins de 5 €, ça va être doublé et donné au Resto du Cœur. Merci, magnifique. Merci. Alors Didier, un leader, on le sait bien, n'est rien sans ses équipes. D'ailleurs, on reconnaît un leader, justement, à cette capacité à se mettre au service de ses équipes. Toi, tu as de ton côté créé l'exposition digitale Gueule de l'emploi, que nous allons d'ailleurs découvrir ensemble lors du cocktail, en voulant vraiment valoriser l'authenticité en entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots de ce grand projet? Avec grand plaisir. Tout d'abord, au nom de toute l'équipe de Gueule de l'emploi, je ne peux pas imaginer à quel point c'est une grande fierté de pouvoir l'associer à ce prestigieux prix du leadership. Tout est parti du travail formidable de Christophe Duron, qui est photographe que je connais depuis longtemps, qui a réalisé une exposition magnifique avec les agriculteurs de l'île de Ré, sur un principe artistique que nous avons repris avec un visage très serré et un élément de sa production. Donc tu avais Monsieur Tomate avec sa tomate, etc. Et l'art, il te parle directement au cœur ou il ne te parle pas. Et le lendemain matin, je me suis réveillé avec cette idée, et c'est vraiment comme ça que c'est passé, cette idée de Gueule de l'emploi, c'est-à-dire essayer d'importer l'authenticité qu'il a réussi à exprimer avec les agriculteurs de l'île de Ré dans le monde de l'entreprise. Parce que moi, toute ma carrière, c'était un petit peu voué à cela, de pourfendre un petit peu la langue de bois en entreprise. On parle beaucoup, on en parlait tout à l'heure, de bienveillance, etc. Et j'adore le mot considération que Pierre-Marie Argouache a abordé tout à l'heure. Et donc,
l'aventure a démarré comme cela, et au final, première saison, nous avons réalisé 120 œuvres dans plein de secteurs d'activité. Donc là, vous en avez une quinzaine. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tu prends quelqu'un, un poubelliste, analphabète, un bac plus 28, un avocat fiscaliste, de tout horizon, de toute origine, ces personnes sont belles en ayant un point commun, la fierté du bien faire. Et je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises et des leaders, c'est de sublimer la fierté du bien faire au sein de leurs équipes. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci Didier. Et donc, merci à tous les deux. Alors, je vous laisse maintenant découvrir avec nous les nominés et le ou la lauréate du prix du leadership 2022. Prix du leadership. Jean-Marc Belaïch, dirigeant engagé, énergique et audacieux, un leadership reconnu au service de l'excellence sur fond de modestie. Christelle Bory, DG déléguée d'Eramet. Perfectionniste, visionnaire et déterminée, sa stratégie répond aux deux exigences de notre temps, responsabilité sociétale et innovation digitale. Martin Bouygues, président du conseil d'administration de Bouygues. Par la subtile alliance du travail, de la rigueur et de la vision stratégique, ce patron autodidacte, bâtisseur d'empire, est parvenu à hisser l'entreprise familiale au niveau des plus grandes. Anne Riegel, DG de Air France. Instinctive et rigoureuse, elle incarne la volonté d'Air France de féminiser son encadrement, tout comme la volonté d'accélérer sa transition écologique. Maude Sarda, cofondatrice de Label Emmaüs. Passionnée, dynamique et influente, elle propose avec Label Emmaüs une alternative éthique et crédible aux géants de l'e-commerce. Et le prix du leadership 2022 est attribué à Jean-Marc Belaïch, président du groupe Printemps. Bravo. Bonsoir. Bienvenue. On va se rapprocher un peu, qu'on soit plus dans la... Je vous propose, voilà, rapprochons-nous un peu, qu'on soit plus dans la lumière. C'est mieux. C'est mieux. Je crois que Pierre-Henri a une première question pour... Oui. Alors, une toute petite anecdote. Pour un journaliste économique, le boulevard Haussmann, c'est vraiment concentré de tout ce qu'on adore. Donc, on parlait de choses immuables. Véronique Morali en parlait. Là, on a une concurrence immuable avec deux paquebots face à face depuis la fin du 19e siècle. C'est assez rare quand même. Un modèle immuable qu'on a donné pour mort 15 fois. Et alors, la petite anecdote, c'est que... Il y a très longtemps, il y avait le siège de la Société Générale qui était en face. Et il y avait un monsieur qui était le patron de la Société Générale, qui était un personnage absolument extraordinaire, qui s'appelait Marc Viennot. C'est l'époque où il fumait ses gros cigares dans son bureau. Et une jeune journaliste, je me rappelle, avait été le voir le soir dans son bureau. Et il ouvrait le balcon et il regardait le trottoir en face de chez vous et en face de la maison d'en face, et puis les cartons qui étaient déposés à l'époque, on déposait encore les cartons le soir, et il vous faisait la conjoncture. Donc c'est pour dire que c'est une activité à la fois immuable, mais aussi hyper cyclique. Vous êtes arrivé en plein Covid, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Comment est-ce qu'on peut allier à la fois, on va dire, une durabilité pareille et
être tout le temps dans l'action, dans la tyrannie de l'urgence dont on parlait. Comment est-ce qu'on peut bâtir une stratégie quand il se passe de tels bouleversements? Alors, juste avant de répondre à la question, déjà, je voulais vous remercier. Je suis extrêmement honoré de faire suite à un parterre de grands leaders français et très touché. Donc, merci. Je voulais aussi rendre hommage à l'équipe Printemps. Le Printemps, c'est 4 enseignes, Printemps, Citadium, Made in Design, Place des Tendances, 3000 collaborateurs, 10 000 personnes qui viennent travailler au Printemps, puisqu'on a des démonstrateurs, des marques qui viennent travailler au Printemps et qui sont quelque part affiliés à nos enseignes. Et je voulais remercier la petite vingtaine de personnes, des membres clés de mon équipe qui a fait le déplacement. Donc merci. Il y a une autre équipe que je voulais saluer, c'est mon équipe privée, avec ma femme et mes parents. Alors pour votre question, effectivement, je suis arrivé en plein Covid, avec une intuition forte que le retail n'était pas mort et qu'après le Covid, les gens allaient vraiment avoir envie, pour reprendre le mot de la soirée, avoir envie d'acheter, de toucher des produits, de parler à des gens, de se rendre en magasin, de faire du shopping à plusieurs, ce qui n'est pas toujours facile en confinement, malgré l'e-commerce. Mais qu'en même temps, on était dans un monde où la concurrence est de plus en plus vive, et pas uniquement nos confrères d'en face. En retail, moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas grand-chose à faire. En télé, il y avait 3 chaînes de télé. Aujourd'hui, il y a une prolifération d'offres. Nos cerveaux sont bombardés d'informations. Et c'est pareil dans le commerce. Il y a tellement d'options, il y a tellement de concurrents brillants qui font des choses intéressantes, que ce soit des petits commerçants, des grands commerçants. Et donc, le mot-clé que j'ai prononcé à mon arrivée, c'était « il va falloir réenchanter nos clients ». Et donc ce réenchantement, on l'a engendré avec 3 grandes initiatives. La première, c'est de retrouver de la singularité. Parfois, je dis à mes équipes, le waouh du grand magasin. Le grand magasin, c'était waouh, c'est des coupoles, c'est des terrasses, c'est des vues. Quel est le waouh aujourd'hui? Donc on a réinventé la marque Printemps, on a retrouvé des nouvelles couleurs très distinctives, on a réinventé des espaces, on a ouvert le 7e ciel, qui est un espace assez grandiose, et je vous invite à le visiter, parce qu'on vous fait vraiment monter au 7e ciel au printemps. On a aussi généré plein d'événements, il se passe tous les week-ends des choses incroyables dans les printemps. Par exemple, on a fait venir, c'était une activité qui m'avait particulièrement plu, on a fait venir la championne du monde de baby-foot, qui est une Française, qui était venue en plus enceinte et qui avait mis des gamelles à tous les hommes et les femmes qui voulaient jouer avec elle. Et donc c'est ce type de choses qui fait qu'on retrouve du waouh et de la singularité. Donc premier axe, la singularité. Le deuxième axe, l'humain. Parce que comme je l'ai dit, on peut faire beaucoup de choses en e-commerce, mais il y a un côté humain qui manque. Et au printemps, on a en plus cet ADN, une marque assez émotionnelle. Le printemps, ça veut dire quelque chose. Donc comment est-ce qu'on remet l'humain au cœur du dispositif? Et là, on l'a fait avec la remise en avant de nos équipes. Donc c'est pas... Le printemps, c'est des fois on dit c'est un grand magasin. On n'aime pas le mot grand magasin, parce que surtout en France, on n'aime pas les grands, on aime les petits. On est toujours pour le David contre Goliath, ça c'est très français, mais c'est très humain en réalité. Et nous, on dit le grand magasin. Pendant le Covid, on disait alors on va interviewer le petit commerçant qui souffre. Alors c'est sûr que les petits commerçants ont souffert, mais nous, les grands commerçants, on a souffert aussi énormément. Et nos 10 000 collaborateurs employés ont souffert. Donc une des stratégies clés, ça a été de remettre l'homme au centre. Et donc on l'a fait avec nos personal shoppers qu'on a incarnés, on leur a dit soyez vous-même, on leur a redonné d'ailleurs une liberté dans les dress codes en disant si vous êtes un homme et que vous voulez venir en jupe, on n'a pas de problème avec ça. Donc on a ouvert ça pour que chacun soit incarné et on a mis en avant nos équipes, ce qu'on a fait d'ailleurs avec l'opération Gueule de l'Emploi avec un très grand plaisir. Donc ça c'est le deuxième axe, l'humain. Et le troisième, ça a été l'omnicanalité. Parce que, évidemment, on vit dans un monde où le digital est prépondérant, mais on l'a fait à notre façon, de façon assez maligne. En reprenant d'ailleurs les 2 premiers points, on a essayé de retrouver du waouh en digital aussi. Donc on a fait des magasins immersifs, on était les premiers à faire des NFT dans la blockchain qu'on a offert à nos clients. Et on a aussi mis l'humain dans notre e-commerce, puisqu'aujourd'hui on a un mur de personal shopper, on est les seuls à faire ça. On peut acheter de 2 façons. Sur printemps.com, on peut acheter d'une première façon, tout bêtement en disant je cherche des baskets bleues et puis on voit ce qui tombe. Et on peut aussi contacter un personal shopper. On a 40 personal shoppers qui sont mis en avant avec des petites vidéos qui expliquent ce qu'ils sont et qui font des sélections de produits. On peut rentrer en contact par WhatsApp avec eux. Donc c'était ça les grands axes. Et la dernière chose, c'était un fil rouge dans l'engagement.
Quand on s'appelle Printemps et qu'on a un cycle, le cycle de la vie, quand on a le fondateur qu'on avait qui était un vrai visionnaire, et notamment sur les sujets sociaux, on se doit d'être très engagé. On a fait des choses très visibles des clients, comme le 7e ciel, qui est le temple de la circularité. On a fait des choses bonnes pour la planète, à notre mesure, hein, parce c'est très difficile de se clamer être le meilleur élève, mais chaque année, on essaie de faire mieux. Donc là, on a un plan très agressif pour réduire notre consommation énergétique. On a pris les devants, d'ailleurs, dès septembre, en décidant de tout éteindre en heure de fermeture. Donc c'est vrai qu'on arrivait à 9h le matin au travail et puis tout était éteint au printemps. Ça fait un peu bizarre, mais ça a marché. D'ailleurs, il y a eu un petit coup marketing parce que du coup, les gens le voyaient, le magasin, parce que des fois, on l'oublie. Et puis aussi engagement pour nos collaborateurs et sur le volet social qui sont des sujets qui nous sont très chers. Merci. Alors, moi, Jean-Marc, j'ai juste une petite question parce que ça fait 2 ans que vous avez récupéré le printemps. En 2 ans, le mot est faible, c'est une révolution qui a été opérée. Alors, je sais que par humilité, voilà, mais il est clair que le printemps est redevenu au cœur de Paris. Voilà. On le voit, il anime la vie parisienne, il réattire réellement la lumière. Vous avez parlé de la mise en avant de l'équipe. Mais le leadership, Jean-Marc Belaïch, c'est quoi aujourd'hui? Je pense qu'il y a deux axes qui m'ont... J'ai passé beaucoup d'années dans des entreprises américaines, donc il y a clairement un style américain. Je vais traduire peut-être dans un instant comment il se traduit pour moi. Et puis j'ai passé aussi 2 années dans une start-up, une des licornes françaises, et ça m'a aussi forgé en tant que leader. Donc comment je Content Square. Content Square, exactement. Comment je traduis ça concrètement? Déjà, un mot qui n'a pas été trop prononcé, mais qui m'est très cher. J'aime le leadership qui donne de la liberté à nos employés. Il faut que nos employés se sentent entrepreneurs dans leur domaine. Et je dis toujours, on débranche l'autopilote, surtout dans les grosses machines qui ont pas loin de 160 ans pour le printemps. Donc on débranche l'autopilote, on se repose des questions et on challenge le statu quo. Et on a cette liberté de proposer, de faire les choses différemment. Moi, j'ai une chance, c'est que je suis un patron extrêmement libre. J'ai des actionnaires qui ne sont pas sur mon dos, on n'est pas coté, donc on n'a pas la pression de la bourse. Je l'ai connu chez Tiffany, c'est très difficile. J'ai cette liberté-là. J'ai des actionnaires qui voient sur le long terme. Et ça, cette liberté que j'ai, je ne suis pas dans un grand groupe où il y a des pressions politiques diverses et variées. Et cette liberté, j'essaie de la donner à mes N-1 qui, j'espère, l'essayent de la donner à leur N-2. Et donc, on a cette liberté d'entreprendre. Donc ça, c'est le premier axe très important. Et le deuxième, c'est le collectif. Il y avait des très grandes valeurs au printemps, à mon arrivée, de la bienveillance, beaucoup de choses qu'on a essayé de conserver. Il manquait, je trouve, cette notion de collectif. C'était peut-être un peu trop siloisé, un peu trop hiérarchique aussi. Et donc, j'ai essayé d'apporter ça aussi. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Enfin, dans un monde qui fonctionne à la créativité et à l'innovation, je présume qu'il y a au printemps, bien sûr, des hommes et des femmes qui sont des professionnels de la créativité et de l'innovation, mais comment est-ce qu'on fait pour maintenir dans les équipes un état d'esprit de créativité et d'innovation? On a essayé de basculer beaucoup dans le test and learn. Et donc, il y a 2 choses qui sont importantes, c'est de se dire, déjà, on essaye, on n'a pas peur de rater, on prend des risques. Et l'autre mot-clé, ça a été la vitesse. Et donc on combine les deux. On a lancé énormément de choses en se disant, on met un petit peu d'argent, on investit, que ce soit du CAPEX ou du temps. On mesure si ça marche. Si ça ne marche pas, ben c'est pas grave, on passe à autre chose. Si ça marche moyennement, mais tout n'est pas parfait, on affine. Et puis quand ça marche, on joue double. Et ça, on l'a fait dans beaucoup de domaines. Je vais vous citer un exemple. Par exemple, on n'était pas les premiers à faire le live shopping. On a lancé cette activité très très vite. Je crois qu'en quelques semaines, j'ai poussé un peu une gueulante en disant il faut absolument qu'on y soit, on se débrouille, on y va. On l'a fait. C'est confinement, ça. C'était, oui, en fait, on l'a lancé en février, mars. Ouais, on a travaillé ça pendant le confinement, effectivement, et ça a été live, je crois. Le premier, c'était en mai 2021, je crois.
Et les premiers épisodes sont très compliqués, on perd de l'argent parce que ça coûte cher, on fait des erreurs, on demande de plus à nos collaborateurs de parler live à des centaines et puis des milliers de personnes, et c'est pas parfait, il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de français, etc., etc. Et puis petit à petit, on a affiné la machine, on a réussi à baisser les coûts, les revenus ont commencé à venir, et aujourd'hui les marques nous reconnaissent comme le leader, et les marques nous approchent et elles veulent travailler avec nous. Donc ça, c'est un exemple, mais des exemples comme ça, on en a des dizaines, où à chaque fois on a essayé de prendre des risques, d'innover, et vite. Un autre exemple, c'est le 7e ciel, où je vois certaines équipes ici, on a dit on va le faire vite, et on va le faire avec des investissements limités. On m'a dit, mais tu sais, on a cette coupole, elle est très très vieille, et elle prend l'eau. J'ai dit, c'est pas grave, on verra. Et effectivement, elle prenait l'eau, donc on a mis des seaux. Quand il pleuvait très fort, on mettait des seaux, et puis on a trouvé une solution, on a fait venir des alpinistes, ils ont mis un peu de scotch, et puis à chaque fois que l'alpiniste intervenait, il y avait moins d'eau, alors je crois qu'il y en a encore un petit peu. Mais voilà, le test and learn et la vitesse, ça a été deux choses fortes pour créer un climat de créativité et de prise de risque. Alors, le printemps s'installe à New York pour une ouverture en 2024. Comment déroulez-vous votre stratégie de rayonnement à l'international, vous qui avez fait toute votre carrière, enfin la plupart de votre carrière aux États-Unis? Alors, déjà, on se déploie avec prudence, parce que c'est quand même toujours difficile d'ouvrir à l'étranger. Mais dans nos critères, il y a 3 critères clés. La première chose, c'est le potentiel du marché. Est-ce qu'on pense qu'il y en a encore sous le pied, c'est un marché qui va être en croissance? La deuxième chose, c'est le potentiel touristique. Est-ce qu'on s'installe dans un lieu où il va y avoir de la visibilité, et non seulement des clients domestiques qui pourraient voyager en France, mais aussi des touristes internationaux qui verraient le magasin Printemps et qui, lorsqu'ils viendraient à Paris ou à Lyon, penseraient au Printemps. Et la troisième chose, c'est un potentiel e-commerce, puisque Printemps.com, et d'ailleurs toutes nos enseignes, Citadiem.com et Place des Tendances et Made in Design s'internationalisent aussi. Donc c'est comme ça qu'on prend le sujet. Et puis après, lorsqu'on fait, on décide d'être très très local, très locaux, de vraiment réfléchir à quel est le marché, quel est le potentiel, quel est le besoin. Donc quand on ouvre à Doha, c'est un marché qui exige des grandes choses. Donc on a fait un très grand magasin, 30 000 m², très luxe, parce que ça colle à la demande locale. À New York, ce sera un plus petit magasin, très concept store, très innovant, où les marques s'effaceront il n'y aura pas de grandes marques, parce qu'il n'y a pas de besoin spécifique à New York. Toutes les marques sont déjà représentées, donc on va venir avec des marques plus niches, un peu comme un concept store. Un grand merci. Merci. Merci à vous. Merci. Approchez. On se rapproche. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.